Bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire spécial Fed. Nous sommes le mercredi 26 septembre 2018 et ce soir, comme vous le savez, il y aura une hausse des taux de la Fed. En tout cas, c'est ce que le marché anticipe, 97% de probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base ce soir, 3% à peu près de probabilité pour une hausse de 50 points de base. Donc voilà, de hausse des taux clairement. Donc voilà, c'est sûr en tout cas qu'on en aura une. Rebonsoir à vous Frédéric, bonsoir à vous Luc, j'espère que vous allez bien. Stéphane que je suis également. Alors nous avons le chat sur GoToWebinar, donc n'hésitez pas à échanger, à dialoguer via ce chat. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Voilà, rebonsoir à vous Raymond, un plaisir de vous retrouver. Donc sans plus attendre, on va commencer par l'avertissement de risque, comme ça on va pouvoir commencer par un briefing. Qu'est-ce qu'on attend finalement de ce soir concernant cette Fed. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors, la Fed, le communiqué avec les dot plots qui sont attendus à 20h, 20h heure française, 20h30, ce sera le début du discours de Jean-Paul qui devrait durer entre 15 minutes et une demi-heure. Donc voilà, les deux événements seront attendus, donc 20h et 20h30. Le plus important, je pense, ce sera 20h30 parce qu'il y aura les fameux dot plots avec pour la première fois, eh bien, les forecasts, enfin les prévisions des taux des membres du FOMC pour 2021. C'est pas ça le plus important, mais ce sera quand même quelque chose d'assez important à surveiller. Le plus important, ce soir, c'est les dot plots pour l'année prochaine. Ce qu'essaye de connaître de savoir le marché, c'est est-ce qu'il y aura 3 ou 4 hausses des taux de la Fed l'année prochaine. Concrètement, il y a des hausses des taux qui sont presque intégralement attendu par les investisseurs d'ici la fin de l'année, c'est-à-dire une hausse des taux ce soir de 25 points de base et une autre hausse des taux en décembre, ce qui porterait le nombre de hausses des taux en 2018 cette année à 4 hausses des taux de la Fed si on en a encore 2 d'ici la fin de l'année. Donc voilà, est-ce qu'on va avoir le même rythme l'année prochaine? Est-ce qu'on va avoir un léger ralentissement, ce qui est possible? On a des PMI composites qui, je vous rappelle, depuis le mois de juin baissent. Bon, par contre, d'un autre côté, on a une confiance des consommateurs, on l'a vu hier, qui est à son plus haut depuis mois de septembre, septembre 2000. Donc, confiance des consommateurs, c'est considéré comme un indicateur, avancé, ce qui permet d'avoir une idée en fait plus tôt du PIB et donc du coup aussi de l'inflation. Voilà, donc tout ce qui est PMI, confiance des consommateurs, ça va être des indicateurs macro qui vont être particulièrement importants pour avoir décelé en fait des indications sur le rythme de l'inflation. Bon, déjà on voit le pétrole qui cette semaine, euh, comment dire, eh bien fait des breakouts. Donc ça, si on a des hausses des cours des matières premières et surtout du pétrole, eh bien on va avoir hausse d'inflation. Alors pas de l'inflation sous-jacente, mais tout de même on aura une hausse de l'inflation. Donc qui dit hausse de l'inflation dit eh bien hausse des taux de la Fed potentiellement qui devrait s'accélérer. Voilà donc les liens à avoir si vous avez plusieurs écrans devant vous, si vous pouvez voilà regarder ce webinaire et en plus avoir d'autres fenêtres ouvertes, eh bien c'est l'idéal. Alors, on a dans un premier temps cette page de YouTube où on va avoir le plaisir à 2h30 p.m. heure de New York, donc c'est-à-dire voilà 20h30 comme je vous l'ai dit, 20h30 heure française au discours de Powell, donc c'est dans une demi-heure. Je vais mettre ça sur pause en attendant parce qu'il y a une petite musique de fond qui commence à être un petit peu dérangeante. Donc à part cette page YouTube que je vous envoie tout de suite, voilà. Il y a donc cette probabilité que je vous fais voir tout de suite également maintenant. Donc probabilité pour ce soir, vous voyez 26 septembre 2018, probabilité de hausse de 25 points de base, donc fourchette de 200-225 points, 87,4% et une hausse donc de 50 points de base, probabilité à 2%. Un peu plus de 2%. Donc en clair, il y en aura une hausse des taux ce soir. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour décembre de cette année, probabilité d'une seconde hausse des taux 74, une probabilité, d'une seconde hausse des taux, on additionne 74 plus, vous voyez, 5, 4,9 plus 0,1, ça fait 5, donc 5 plus 74, ça fait 79. Donc 79
50% de probabilité d'une hausse des taux d'ici, d'une nouvelle hausse des taux après celle de ce soir en décembre. Voilà, donc ça, on l'a vu, on a concrètement une probabilité écrasante de hausse des taux d'ici la fin de l'année. Maintenant que nous avons vu ça, on peut aller sur le site de la Fed. Ce qui est important, ce qui sera important à surveiller, c'est donc, comme je vous l'ai dit, les dot plots. Dans un premier temps, à 20h. Ensuite, nous pourrons faire un briefing du discours de Powell juste après les dot plots. Pour le moment, on va se focaliser que là-dessus. Alors, dot plots, je vous envoie le lien de ce qu'il faut surveiller. Alors, je vais vous envoyer oui, ce lien. Voilà. Donc, lien, c'est projection materials. Soit en PDF, soit en HTML, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, en HTML, on va se mettre pour une fois. Alors, ici, on a le taux médian qui est prévu par les membres du FOMC. Le taux médian, donc, en fait, c'est tout simplement les prévisions, la prévision médiane de chaque membre du FOMC concernant le PIB pour cette année, le PIB pour 2019, pour 2020 et pour du long terme. Donc, on a ça pour le PIB, pour le taux de chômage, pour PCE inflation, parce que vous savez que l'indicateur préféré pour mesurer l'inflation de la part de la Fed, c'est pas l'IPC, mais c'est l'indice PCE. On a également, vous voyez, les projections pour Core PCE. Et enfin, Fed Funds Rate. C'est ça qui nous intéresse. Et vous voyez que, donc ça c'est les projections qui ont été publiées en juin, parce que c'est qu'une fois par trimestre qui sont publiées ces prévisions. Donc là, nous aurons ceux de septembre. Et vous voyez que juste en dessous, on a March Projection. En fait, c'est simplement les prévisions de la précédente publication, qui était en l'occurrence lors de juin, les précédentes prévisions, c'était au mois de mars. Donc c'est pour ça que c'est March. Nous, ce soir, lorsque nous aurons la nouvelle version, ce sera pas March, mais ça sera June Projection. Donc en fait, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que en fait ces prévisions vont être revues à la hausse, vont rester inchangées, ou vont être revues à la baisse. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus, tout va être intéressant là-dedans, hein, même le PIB, même le taux de chômage, tout va avoir un poids. Mais ce qui sera le plus volatile, c'est vraiment les taux. C'est ce qui intéresse le plus le marché. C'est les taux qui guident qui a le plus d'impact sur les marchés financiers. Mais en fait, vous voyez que là, on a un taux qui a été revu à la hausse en juin par rapport à mars. Donc en mars, hein, le taux médian que ce que prévoyaient les membres du FOMC pour 2019, c'était 2,9%. Pardon, excusez-moi. Et pour juin, la prévision, c'était 3,1%. Donc la question ce soir, c'est est-ce que nous aurons 3,1? Est-ce que nous aurons moins? Bon, moins, ça c'est un peu probable. Hein. Ou est-ce qu'on aura plus? Si on aura plus, concrètement, ça n'a pas été intégré dans les prix. Donc tout ce qui n'a pas été intégré dans les prix, ça sera synonyme de volatilité. Donc voilà, si ce chiffre est revu à la hausse, c'est bullish dollar. Tout comme si l'inflation est revue à la hausse, ou le PIB, ou voilà. L'un de ces indicateurs, s'il est revu à la hausse, sera bullish dollar. Mais l'impact le plus important sera généré par vraiment ces Fed Funds Rate. Donc ce qu'on appelle les dot plots, on peut le voir que sur le format PDF. C'est, vous voyez, ce chart que vous avez sûrement vu. Donc chaque point, c'est le vote de chaque membre du FOMC. Donc un point, c'est un vote. Donc on a chaque membre qui vote pour le taux médian qui prévoit en 2018, le taux médian de la Fed qui prévoit pour 2019, le taux médian de 2020, et ensuite on a la médiane de tout cela. Et le taux médian, donc c'est ce qu'on a vu hein, en format HTML, c'est ce qu'on voit ici. Ouais, donc le plus important parmi tous ces chiffres, hein, s'il n'y en a qu'un seul qu'il faut garder une attention particulière, c'est celui-ci. C'est le taux médian pour 2019, comparé bien évidemment à celui qu'on aura, celui du mois de juin qui est à 3,1. Si c'est revu à la hausse ce chiffre, c'est bullish dollar et donc bearish euro, bearish gold, bearish toutes les devises majeures concrètement. Voilà, donc on va regarder un petit tour des marchés. Je vous ai mis l'euro-dollar et l'or. Je pense que c'est les deux actifs les plus intéressants. Maintenant, si vous avez des préférences, si vous voulez un USD Yen à la place de l'or, voilà, peu importe, n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de mettre un troisième graphique ou alors d'en remplacer un. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'euro-dollar, c'est plus intéressant. L'euro-dollar qui consolide, vous voyez, depuis le début de la semaine, c'est comme prévu, hein, consolidation entre 1,1733 et le R1 mensuel 1,1790. Alors, on a eu un petit débordement lundi au-dessus des 1,1790 parce qu'on a eu des propos rassurants, enfin, en tout cas, qu'on ramène la spéculation de la part des investisseurs, donc des propos de la part de Mario Draghi, pardon. Donc voilà, ça avait permis une petite escapade au-dessus des 1,1790. On avait même
été chercher l'un 18,15, mais voilà, on voit que le range, concrètement sur la semaine, si on se met en 1 heure, le range, il est entre 1,1733 et 1,1090, voire 1,80. Voilà, pour faire large. Donc, si Fed Funds Rate revu à la hausse, euro s'enfonce sous 1,1733. Sous 1,1733, dans l'idée, tout va dépendre vraiment du degré de révision des Fed Funds Rate, mais également du PIB, d'inflation, etc. Donc, on peut pas dire que si voilà, c'est revu à la hausse, on va automatiquement avoir une baisse jusqu'à 1,50-50. D'accord? Mais dans l'idée, si on a quelque chose de très au quiche ce soir, on peut très bien envisager un retour de $1 à 1,1550. Maintenant, si on a une révision à la hausse, mais qui est très très légère, ça m'étonnerait qu'on aille revenir chercher ce niveau de prix. À la rigueur, un retour à 1,1660, à 1,1650, pourquoi pas. Maintenant, de là aller chercher un 1,1550, ça me semble peu probable. Maintenant, tout reste possible, hein. C'est vraiment là, on parle de psychologie des marchés, des investisseurs. Tout est une question d'expectation, d'attente, hein. Voilà. Et pour l'or, eh bien, écoutez, même topo, hein, vous voyez qu'on a une consolidation qui est similaire, même encore plus longue, hein, que l'euro. L'euro avait mis un breakout la semaine dernière. On voit que l'or n'avait mis aucun breakout. Ça fait euh, depuis 3 semaines, l'or ne fait rien, hein. Il consolide entre 1210 pour faire large et 1190 dans un range de $20. En 1 heure, depuis le début de la semaine, le range c'est 1195, 1210. Pour ceux qui me suivent, hein, dans mes webinaires quotidiens, vous le savez déjà, vous connaissez déjà ce range, mais voilà, c'est 1195, 1210. Si on a des taux de la Fed qui sont revus à la hausse, si les taux médians sont revus à la hausse, c'est baissier gold. Voilà, après, encore une fois, tout est une question de degré, hein. Si c'est extrêmement au quiche, si le FOMC revoit la hausse de façon extrêmement importante, c'est pour son taux médian pour l'année prochaine, on peut envisager un retour à 1180. Maintenant, tant qu'on n'a pas, enfin tout va, dépendre du degré de changement, mais voilà, avant les 1180, on voit qu'ici on a eu une zone, on a eu des acheteurs, on a eu une forte volatilité et on a eu un rebond direct. Donc c'est-à-dire que là on a des acheteurs à 1187. Donc avant les 1180, il faudra surveiller les 1187. Voilà. Et à l'inverse, hein, si ces taux, si ces prévisions des taux sont inchangées, ce qui est possible, hein, on n'est pas certain que ces taux vont être revus à la hausse. Si ces taux euh, sont inchangés, honnêtement, l'or il rebondira jusqu'à 1210 et l'euro probablement jusqu'à 1,18. Voilà, donc dans 3 minutes, il est 20h. Dans 3 minutes, bonne chance à tout le monde. Alors, petite fenêtre, hein, pour ceux qui veulent avoir en temps réel des informations, Twitter, hein. Twitter, voilà, vous allez sur IG France. Ça va surtout être utile pour suivre le discours de Powell, parce que c'est vrai que c'est pas forcément simple de voilà, suivre le discours de Powell et en même temps vous faire la traduction. Écouter et traduire en même temps, c'est pas forcément facile. Donc personnellement, j'ai plusieurs écrans devant moi, donc j'aurai un écran avec les comptes Twitter que je suis, avec les commentaires notamment de Powell, ce qui me permettra de vous traduire tout cela beaucoup plus facilement. Voilà, alors je vais faire un tour des questions. Dans 3 minutes, on aura notre réponse. L'Italie peut accentuer la baisse de l'euro. Alors oui, l'Italie peut. Alors oui, hein, c'est bien d'introduire cela. L'Italie demain, hein, demain, le budget italien devrait être présenté. Si on a un budget italien avec un déficit qui passe au-dessus des 2,5%, on aura très sûrement une baisse de l'euro. Maintenant, entre 1,6% du PIB, ce que prévoit, hein, le ministre de l'économie, et ce que souhaite justement le leader italien du mouvement 5 étoiles, 2,5%. Donc entre cette zone, entre 1,6% et 2,5%, on n'est pas réellement certain de la réaction de l'euro. Est-ce que le spread Italie-Allemagne va s'envoler et l'euro va baisser? On ne sait pas. Concrètement, on ne sait pas. En dessous, en tout cas, ça devrait être positif. En dessous de 2%, je pense que c'est positif parce que voilà, on voit la France. Concrètement, les prévisions de déficit public pour l'année prochaine, il me semble, de vue, c'est 2,8 ou 2,9%. Donc, et pourtant, on n'a pas eu le rendement de l'OAT à 10 ans qui est parti extrêmement élevé. Là, probablement, le focus, il est sur l'Italie, donc forcément, c'est le moindre commentaire, ça fait une réaction directe sur le marché obligataire italien, alors que c'est pas forcément le cas pour le marché obligataire français, ou en tout cas dans une plus faible mesure. Mais voilà, on peut très bien imaginer que si c'est inférieur à 2%, je vois pas de raison que le marché s'emballe. Par contre, entre voilà 2 et 2,5, là, je peux pas vous dire avec certitude ce qui va se passer. Voilà, c'est assez tendu dans cette fourchette.
Alors, 19h, ça y est, c'est publié, Dotplot. Alors, on y retourne, excusez-moi. Voilà, précédent, Dotplot, on actualise la page. Alors, tac, 26 septembre, voilà, PDF, HTML, on va ouvrir les deux. Ah non, on n'a pas... Ah, Dotplot, voilà, c'est ici, excusez-moi, j'ai ouvert la mauvaise. 3-1, 3-1, inchangé, 3-4, inchangé, inchangé. Bon, ça, à mon avis, c'est bearish. Hein. Longer run, 3%, c'est juste le long terme qui a été revu à la hausse. Alors, la Fed qui retire de son communiqué que qu'elle reste accommodante, la politique monétaire. Voilà, Terminal Reuters à côté de moi, Fed qu'enlève dans sa déclaration le fait que la politique monétaire reste accommodante. Donc ça, c'est plutôt au quiche. La Fed voit une accélération de l'économie cette année légèrement supérieure également l'année prochaine dans les nouvelles projections macroéconomiques et revue à la baisse de l'inflation 2019 comparé aux précédentes révisions. Cependant, pas pour l'inflation corps. L'inflation corps 2019 et le taux de chômage 2019 inchangé. Voilà. Donc en clair, à part le fait que voilà, dans la déclaration, il y a le fait que la politique monétaire reste accommodante, donc cette mention qui est restée depuis le début du resserrement monétaire, que la politique monétaire restait accommodante, voilà, il y avait toujours cette mention dans le communiqué, et bien celle-ci a été supprimée. Donc il y a juste ça en fait qui est, voilà, on pourrait noter de façon au quiche, mais voilà, on voit sinon, regardez, GDP cette année revu à la hausse, 2019 revu à la hausse, sinon inchangé. Unemployment rate, donc taux de chômage, ici revu à la hausse, inchangé. Inflation, inchangé, revu à la baisse. Par contre, l'inflation corps, inchangé. Voilà. Quelle est la réaction du marché? Bullish euro, bullish gold. Voilà, l'euro, j'ai pas précisé, mais l'euro qui est beaucoup plus volatile aux réactions du dollar. Hein. Voilà, vous voyez, l'euro c'est direct, hein. Ça part extrêmement vite. Alors on va se mettre en 5 minutes pour avoir quelque chose de un peu plus intéressant, parce qu'en 1 heure ça va pas vraiment bouger. Voilà. Voilà, donc c'est plutôt bearish dollar pour le moment. Hein. Jusqu'à maintenant, donc ça fait 2 minutes que le marché a pris connaissance, c'est bearish. Alors c'est pas parce que c'est voilà, c'est pas parce que c'est baissier pour le dollar tout de suite qu'on va forcément avoir une baisse du dollar après le discours de Powell. Hein. Tout reste à faire. On peut très bien avoir un renversement de ce chandelier-là, hein. Enfin de cette tendance. Hein. Il nous faudra voir la tendance finale d'ici 1 heure. Donc on va regarder du coup les top plots. Hein. Voilà, on va être curieux. Donc septembre, nous sommes sur le septembre. Hein. Voici les dot plots. Et donc on va regarder par rapport à juin. Donc ça, je vais enlever. Donc là, pour ceux qui le veulent, il y a toute la politique monétaire. Enfin, il y a le communiqué ici. Donc on ne va pas lire. Alors quand vous lisez un communiqué comme cela, moi je vous conseille de lire la première phrase de chaque paragraphe. Ça donne un petit peu la température de ce que va parler ce paragraphe. Donc hausse des taux, pardon, j'ai pas précisé, mais hausse des taux de 1/4 de %, vous voyez, 25 points de base. Voilà, c'est prévu. Donc voilà, 2,75%. Ok. Et vous voyez, remain vous voyez, il n'y a pas le reste accommodante. Il n'y a plus cette mention là. Voilà, donc vous voyez, bon, hausse des taux, 25 points de base, réaction baissière du dollar parce que finalement, voilà, on voit que les projections médian des taux sont inchangées alors, je retrouve, voilà, projection, je rappelle, inchangée, vous voyez, inchangée pour l'année prochaine. Voilà, et ça n'a pas beaucoup, cette révision à la hausse pour Longer Run, et ça n'a pas vraiment d'impact. C'est pas ça qui va avoir l'impact, parce que d'ici Longer Run c'est après 2021, donc d'ici 2021, vous voyez, les prévisions n'ont pas vraiment d'impact. C'est pas
il y a tellement de choses qui peuvent se passer d'ici 2021 que le marché ne paye pas vraiment attention à ces prévisions, ça n'a pas vraiment de crédibilité. L'objectif de la Fed, c'est d'avoir un taux à 3%, donc c'est pour ça qu'elle met sur du long terme, long run, 3%. Mais en soi, ce n'est pas très important pour nous, les investisseurs, parce que en décembre, ça pourrait être un autre chiffre. Voilà, donc pour le moment, baissier dollar. Baissier dollar, on dépasse les 1,1790, le plus haut, le plus haut de la semaine. 1,18, prochaine résistance. Alors, quel scénario au-dessus des 1,18 pour l'euro-dollar? Alors, bon, déjà pour le gold, on voit que là, on a pas mal de résistance encore en vue. Hein. D'ici, on dépasse les 1210, hein, qui est la résistance en swing trading. Donc, déjà 1204, ensuite 1210 $. Pour l'euro, donc 1,18, puis 1,1852. À quoi correspond 1,1852? C'est simplement le sommet, vous voyez, de juin, ici. Juste, en fait, c'est le sommet, juste avant la hausse des taux, l'avant-dernière hausse des taux de la Fed, qui était, je vous rappelle, en juin de cette année. Donc on a une hausse des taux aujourd'hui, et on a eu une autre hausse des taux auparavant, au mois de juin. Donc voilà, la résistance est 1,1852. 1,1852, le sommet en fait qui précédait l'avant-dernière hausse des taux finalement. Donc ça c'est la prochaine résistance à court terme. Disons que si on a à mon avis, bon, Powell, c'est ses débuts, hein, enfin c'est ses débuts, pas dans la politique monétaire, mais je veux dire en tant que président de la Fed, donc on ne sait pas réellement quoi espérer de son discours. Quand c'était Janet Yellen, donc ça faisait des années qu'elle était à la tête de la Fed, donc on savait plus ou moins ce qu'elle allait dire, mais là c'est un petit peu une nouveauté, c'est la deuxième hausse des taux de Jérôme Powell, donc on ne peut pas réellement être certain du ton qu'abordera Jérôme Powell et ce qui sera au quiche. On ne sait pas réellement en fait ce qu'est la référence de Powell, même si c'est celui qui est considéré comme le plus, enfin, qui a le cap le plus similaire dans la politique monétaire de la Fed que Janet Yellen. Voilà, donc résistance euro-dollar 1,1852. On ira chercher ce cap si on a un Jérôme Powell qui reste sans goût. Et le gold, on ira chercher 1210. Maintenant, je ne pense pas qu'il faut s'attendre à une hausse de l'or aussi importante que l'euro en performance relative, bien évidemment. Je parle bien en relatif, pas en dollars. Du coup, nous allons jeter un coup d'œil sur les 10 ans, enfin les taux américains, tout simplement, les taux américains que nous allons voir tout de suite sur TradingView. Voilà, on va enlever tous les indicateurs. Alors, dans un premier temps, je vais regarder les questions. Thibaut qui nous dit Gold Pump, voilà, Gold Pump, l'euro-dollar Pump, exactement, c'est hausse. Hein. Pour le moment, la réaction du marché, c'est la réaction, elle est baissière hein, pour le dollar. On voit le DXY, hein, DXY qui est en baisse de 1% en intraday. Si on se met en une heure, vous voyez qu'on a une baisse. Pour le moment, elle est digérée. Donc voilà, je vais me mettre sur les taux qui forcément hein, baissent. Regardez cette résistance. Alors je vais enlever la performance, voilà. 3,11, c'est la résistance du 10 ans américain. Je dirais pas à ne pas dépasser, mais si on dépasse, ouais, ça veut dire qu'on a de l'appétit, énormément d'appétit pour le risque. De toute façon, ce taux est amené à progresser. Hein. Si c'est pas, voilà, on n'a pas de hausse pour le moment au-dessus des 3,11% malgré cette hausse des taux hein, qui vient d'être effective. C'est qu'une question de temps hein, pour que ce rendement progresse. Ce rendement, il est généralement équivalent au taux de la Fed avec un premium. Plus c'est sur du long terme, plus il y a un premium. Alors un premium, c'est une compensation, le fait que voilà, plus vous prêtez sur du long terme et plus il y a de risque de défaut de paiement. Même si ça reste les États-Unis la première puissance économique mondiale, il y a toujours un risque. Vous voyez, donc qui dit hausse des taux dit déjà un marché obligataire qui va forcément être sous pression. Et les taux qui vont grimper avec ces Fed Funds Rate. D'ailleurs, vous voyez là, on a le 10 ans américain
Si on le superpose avec les Fed Funds Rate, Fed Funds effective Fed Funds Rate, et on va se mettre en ligne, parce que c'est qu'une fois par mois ce chiffre. Hop, droite. Vous voyez, il y a une tendance qui est globalement assez ressemblante. Il n'y a pas une corrélation qu'on puisse exploiter, mais qui dit hausse du taux de la réserve fédérale américaine dit forcément des taux, que ce soit le 10 ans, le 5 ans, le 2 ans, peu importe, qui vont progresser. D'ailleurs, le 2 ans, c'est celui qui est le plus corrélé. C'est celui qui est le plus corrélé, vous voyez, au taux américain, au taux de la Banque centrale américaine. Et vous voyez qu'il est à 3% ce taux à 2 ans. Enfin, 3%, pardon. 2,82, excusez-moi. Voilà. Donc, que dire de plus par rapport... Alors, Fed, je remets, pardon, excusez-moi. Que dire de plus par rapport à le taux obligataire? Eh bien, le taux obligataire qui n'est pas continue de ne pas être vendu parce que voilà, on n'a pas eu une révision à la hausse, tout simplement des perspectives des taux pour l'année prochaine. Si ce taux à 3,1% qu'on a vu pour 2019 pour l'année prochaine avait été revu à la baisse, on aurait eu nous aurions eu une hausse du rendement du 10 ans américain. Une hausse très probablement au-dessus des 3,11%. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est que nous allons superposer le 2 ans. Voilà, on va mettre un 5 ans et un 10 ans. Juste pour vous faire voir un petit peu, en fait, finalement, la différence. Donc on va enlever le pourcentage. Donc on part du noir pour le taux à court terme et gris clair pour le taux à long terme. Donc 10 ans en gris clair, le 5 ans en gris et le 2 ans en noir. Et vous voyez que plus le taux est à long terme, plus le coupon est de long terme, et plus ce rendement est élevé parce qu'il y a un risque. Plus vous prêtez sur long terme, plus il y a un risque de défaut de paiement, comme je venais de vous l'expliquer. Mais en soi, ce taux est rythmé, dicté par la politique monétaire de la Banque centrale en question, en l'occurrence ici de la Fed. Donc, ce taux à 10 ans qui, on le voit, teste les 3,11% depuis bien hier, c'est qu'une question, on va dire, de temps. Alors ça peut paraître bête dit comme cela, mais ça va être dépassé si c'est pas dans les prochaines séances avec cette hausse des taux de 25 points de base, ça sera probablement en décembre ou alors celle d'après, mais ça ne restera pas très longtemps en dessous des 3,11%. Déjà parce que ça hausse des taux, mais aussi parce qu'il y a une réduction de la liquidité d'un point de vue monétaire. On est dans un cycle global, international, où les banques centrales commencent à remonter leur taux petit à petit. On a eu la Fed, on a eu la Banque du Canada, on a eu la BOE. La prochaine, alors je parle bien parmi les majeurs ici, prochaine, alors soit on a une nouvelle de la BOE, ou soit on a la BCE qui va rejoindre le clan des hausses des taux. RBA et RBNZ sont peu proches, mais on voit bien qu'on est dans un cycle, on n'est plus dans un cycle d'expansion de la monnaie. On est plutôt dans un cycle où on a des durcissements. Et ça, cette baisse de la liquidité, eh bien, quand on avait un marché qui était inondé de liquidité, forcément, si on a un tapering et du durcissement, la politique monétaire et donc une baisse de la liquidité, on a un marché obligataire et un marché action qui va se retrouver du coup sous pression. Alors, il faut savoir que ce prix des coupons, le marché obligataire est corrélé aux indices. Alors, la corrélation a perdu de l'intérêt depuis ces politiques ultra accommodantes des banques centrales depuis la crise de 2008, mais historiquement, on va dire qu'il y a, alors pas entre le rendement, entre le rendement, excusez-moi, entre le rendement et le S&P 500, on a une corrélation. Et même entre le prix de coupon et le S&P 500, on a des corrélations. On a une corrélation entre le marché obligataire et les marchés actions. Mais depuis voilà, l'accroissement de la liquidité de façon non conventionnelle de la part des banques centrales, commencé par la Fed, c'est la Fed qui a commencé avec les QE, et bien ça a un petit peu biaisé les corrélations historiques qu'on connaît entre les marchés actions et le marché obligataire. Donc c'est pas parce qu'on a
voilà un marché obligataire qui va être sous pression, donc que le rendement va augmenter, qu'on va forcément avoir un S&P qui va être baissier. Donc le rendement, normalement, ce rendement américain, les rendements américains sont normalement corrélés négativement aux indices. Si on a une hausse du rendement, c'est-à-dire qu'on a un marché obligataire sous pression. Et qui dit marché obligataire sous pression dit un marché action qui l'est également. Donc normalement ce taux, hein, ces taux qui sont en hausse, normalement c'est baissier c'est haussier pour le dollar et c'est baissier pour les indices. Voilà. Bon, voilà, on a fait notre speech hein, sur les taux américains. Donc voilà, pour moi c'est qu'une question de temps hein, pour que les 11% du 10 ans américain soient dépassés. Hein, c'est 2 semaines. Alors si c'est pas à cause de cette hausse des taux, ça sera probablement après en raison de la prochaine hausse des taux qui aura lieu du coup en décembre normalement. Mais voilà, on voit donc sur la performance relative sur 24 heures, hein, sur 24 heures face au dollar, l'AUD, vous voyez toutes ces devises surperforment le dollar. Il y a simplement le CAD. Alors peut-être qu'il y a eu une annonce cet après-midi, j'ai pas suivi en particulier le CAD. Alors, voilà. Peut-être qu'il y a une annonce, mais vous voyez que le CAD finalement c'est la seule devise qui sous-performe le dollar. Sinon on a vraiment les devises comme qui clairement surperforment. Alors on passe sur les marchés. Euro, bon, vous voyez finalement la réaction, elle a été digérée. Hein. Ça a rapidement été corrigé. A priori c'est un non-event. Hein. Pour le moment, le marché il reste sur sa fin. Rien de très surprenant. Alors où trouve-t-on les dot plots? Alors excusez-moi. Alors les dot plots se trouvent tout simplement sur le site web de la réserve fédérale américaine. Donc, je vous renvoie la page. C'est juste ici. Et donc attendez, je vais mettre le mieux. Voilà. Alors, non, c'est pas ça que je voulais. Voilà, comme ça vous voyez mieux ma souris. Donc Projection Materials, vous cliquez en fait là-dessus, sur PDF ou HTML, et vous descendez avec votre molette et vous allez trouver les dot plots. Donc les dot plots, donc je vous envoie le lien. Où trouve-t-on les dot plots? Le marché action sera-t-il impacté? Non, pas dans l'immédiat. Pas dans l'immédiat. On le voit, hein, ça fait depuis 2015 que la Fed remonte ses taux et pourtant on a eu depuis 2015 peut-être une hausse de 30% du S&P, 50% du Nasdaq. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais ça doit être dans cet ordre d'idée. Donc non, comme je vous l'ai dit, le fait qu'on ait eu les banques centrales qui sont sorties de leur politique monétaire conventionnelle à cause de la dépression enfin du crack boursier, voilà, la grande dépression qu'on a eu en 2008 à cause initialement la crise des subprimes, eh bien, ces politiques monétaires non conventionnelles ont totalement, c'est un grand mot, mais ont énormément biaisé les corrélations entre le marché obligataire et le marché action. Donc c'est pas parce qu'on a une hausse des taux qu'on a en ce moment une baisse du marché action. En tout cas, c'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc, est-ce que ce sera le cas Est-ce que la corrélation va reprendre demain? Peut-être, mais c'est trop tôt en tout cas pour vous le dire. Pour le moment, en tout cas, pas parce qu'il y a une hausse des taux et qu'on a une réduction du bilan de la Fed qu'on a une baisse du S&P. Hein. On le voit très clairement, le S&P qui a remarqué des nouveaux records la semaine dernière. Donc voilà. Concernant les taux RBNZ, où peut-on voir les prévisions? Alors, on va regarder ça rapidement. Juste, je vais faire voir. Donc, projection materials, septembre, vous voyez. On va se mettre sur le PDF cette fois-ci. PDF. Donc là, on a les dot plots. C'est ça les dot plots. Voilà, donc c'est ça. Mais bon, pour décrypter ces chiffres, voilà, vous voyez, pour voir un taux médian, c'est un petit peu compliqué à calculer comme ça, donc pour aller beaucoup plus vite, en fait, vous vous intéressez simplement à cela. Fed Funds Rate. Ça, c'est le taux médian. C'est-à-dire, c'est la médiane de ces votes, tout simplement. Donc là, 2,4, 2,4 pour cette année, 3,1, 3,1, 3,4, 3,4. Voilà, donc en fait, prévision des taux de la part des membres du FOMC en septembre, inchangé par rapport à juin. Alors pour la RBNZ, où trouve-t-on les prévisions? Alors,
Forecast overview. Alors ça c'est septembre 2014, je pense pas que ce soit la bonne date pour le coup. Septembre 2014. 1994, pardon. Economic Outlook. Monetary Policy. Là c'est pour février. Mais on va voir simplement est-ce qu'il y en a quelque part ces forecasts. Voilà, ici. Projection. Donc ça c'était les projections réalisées en 2018. Février 2018, voilà. Donc voilà, là c'était les prévisions, vous voyez. Bon, c'est pas aussi précis, pas forcément aussi ergonomique, facile à lire que ceux de la Fed. Voilà, OCR. OCR, c'est le taux de la RBNZ. Et là, vous avez les forecasts. Voilà, les prévisions, ici. Avec l'indice IPC, etc., etc. Donc ça, c'est pour février. Mais bon, vous voyez dans l'idée, de toute façon, en général, toutes les banques centrales émettent leurs prévisions, hein. Donc, voilà. Alors, dernier meeting de la RBNZ, c'était 27 septembre, donc demain. Ah non, c'est ce soir la RBNZ, pardon. Ce soir RBNZ, donc 9 août. Donc, nous allons mettre Auguste. On va mettre simplement 2018. Comme ça, nous aurons les dernières. Mais Auguste. Donc oui, à RBNZ, excusez-moi, je suis pas venu là-dessus sur ce sujet, parce que c'est vrai que la Fed va passer en premier. Mais on a la RBNZ, vous voyez, à 23h ce soir. Mais bon, ça va être un non-event, hein. C'est 1,74%, enfin, il y a aucune, il y a rien attendu, hein, pour la RBNZ. Donc voilà. Donc août, on va faire quand même un petit point. Voilà, on a encore 8 minutes devant nous avant le discours de Powell. Donc on va faire un petit point sur la RBNZ, comme ça au moins pour ceux qui sont intéressés, eh bien, enfin pour ceux qui vont trader la RBNZ, puis au moins euh, vous avez un petit briefing, si je puis dire. Et donc on va passer tout en bas. Voilà. Donc OCR, c'est le taux, comme je vous dis, de la RBNZ, projection ici. Donc ce qu'il faudra faire, c'est avoir ce document sur une fenêtre et avoir ce de septembre, de ce soir, tout simplement à une autre fenêtre. Et vous aurez juste à comparer. Comparer entre ce qui était attendu en août, ce qui est attendu, eh bien, enfin, si ça a été mis à jour ce soir. Enfin, oui, ce soir. Si ça a changé, eh bien, si c'est revu à la hausse, ça sera bullish NZD. Si c'est inchangé, eh bien là, ça sera d'autres facteurs qui impacteront le NZD. Si par exemple, si les taux sont inchangés, enfin si les prévisions des taux sont inchangées pour la BNZ ce soir, mais par contre l'IPC, imaginons, est revu à la hausse, eh bien là, ça serait potentiellement bullish pour le NZD, ce qui est pas sûr, mais voilà. C'est pas, on peut pas dire non plus que voilà, parce que le taux est revu à la hausse, enfin le taux est inchangé, alors c'est bearish NZD. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si la révision des taux est revue à la hausse, là par contre c'est bullish. Il n'y a pas de raison que ce soit bearish. USD4 bientôt à 1,30, nous dit Benjamin. USD4 bientôt à 1,30, voilà, à 1,30 dans une zone intéressante. Vous savez, pour ceux qui me suivent, hein, tous les matins, zone intéressante, qui commence à m'intéresser, hein, pour passer à la vente. C'est pas parce que c'est à 1,30 qu'il faut shorter l'USD4 immédiatement, mais voilà, c'est un niveau de prix qui est potentiellement intéressant, en tout cas intéressant pour chercher des signaux vendeurs. L'USD4, nous aurons l'occasion d'en parler demain matin, demain matin 9h, webinaire quotidien pour ceux qui ne me connaissent pas, hein. Pour ceux qui me connaissent pas, j'organise un webinaire quotidien, donc tous les matins 9h, 9h heure française, pendant 1 heure. Nous discutons, enfin je vous donne mon analyse des marchés, que ce soit sur le forex, principalement sur le forex, mais surtout aussi commodities et indices. Nicolas Dose à 9h sur BFM. Eh bien écoutez, voilà, il y en a pour tous les goûts. De toute façon, Luc, ceux qui préfèrent Nicolas Dose, eh bien écoutez, c'est à 9h sur BFM, nous dit Luc. Voilà, si ça vous intéresse. BFM 9h, Nicolas Dose. Sinon, il y a moi sur GoToWebinar.
Voilà, donc j'ai répondu pendant toutes les questions. J'ai répondu à toutes les questions. Un petit tour sur Twitter. Bon, rien de très surprenant. Pour le moment, il n'y a rien qui se passe sur Twitter, hein. Alors, on va regarder IG France. Qu'est-ce que nous dit IG France de c'est tôt, hein. Qu'est-ce que nous dit IG France? Eh bien, apparemment, IG France nous dit rien du tout, vous voyez. Donc, pour le moment, IG France, eh bien, ce n'est pas, ça ne nous est pas très utile le compte. Maintenant, je pense que il y aura quand même un, les commentaires en français, hein, de ce que dit Powell, hein. Moi, je les aurai en anglais, mais à mon avis, ils seront disponibles en français sur IG France. Voilà. De toute façon, je vous ferai la traduction en live. Donc on voit que les marchés, hein, pour le moment, bon là on a eu la réaction, vous voyez, 18h50, ça a commencé, voilà, 20h. Voilà, moi j'aime le fuseau horaire de Londres, donc c'est pour ça que c'est marqué 19h, hein. C'est pour ça que c'est marqué 19h. Mais donc chez vous, c'est 20h heure française. Et vous voyez que, bon, on a eu un fort retracement, hein, depuis bien finalement ça s'est emballé en. Ah non, pardon, ici j'ai le fuseau horaire français, excusez-moi, je suis en 5 minutes. Donc finalement on a une hausse, et là on a une réaction qui est finalement baissière, hein. L'euro qui est en baisse par rapport à la publication de ces dot plots. Donc est-ce que finalement on a un sentiment qui redevient bullish? Enfin, oui, bullish pour le dollar. Mais en tout cas, pour le moment, c'est ce que nous montre l'euro-dollar. C'est ce que nous montre le gold également. Vous voyez, 20 heures, hein, le gold qui est en dessous de son prix d'ouverture, de son chandelier à 20 heures. Donc voilà. Finalement, on a eu une réaction particulièrement bullish pour l'euro, enfin bearish pour le dollar, les premières minutes. Après que le marché, les investisseurs ont pris connaissance de ce statu quo, hein. Alors pas en termes de taux, mais en termes de prévision, on n'a pas eu de changement. Donc ça a été une petite déception, mais finalement c'est corrigé. C'est corrigé. Donc prochain catalyseur qui pourrait faire varier ses paires, hein, enfin ses actifs et surtout donc le dollar, hein, finalement, c'est le discours de Powell qui est donc très attendu parce que bon, le marché reste globalement vraiment sur sa fin. Donc je vous renvoie le lien pour ceux qui voilà sont anglophones et qui souhaitent suivre en direct cette conférence de presse de Jérôme Powell. Moi, je la traduirai avec les commentaires que je reçois de mon collègue Justin via Reuters et, sur Twitter également. Donc, je vous envoie ce lien YouTube pour ceux qui veulent le suivre. Lui qui me dit Bardes fait grève. Alors non, Bardes ne fait pas grève. C'est vrai qu'il a un emploi du temps très chargé en ce moment, hein, croyez-moi. Hier à Strasbourg, hier était à Strasbourg pour une conférence. Voilà, c'est pas facile, hein, non plus de, voilà, de pouvoir tout gérer, hein. Donc non, il ne fait pas grève. Je rigole, me dit Luc, je sais bien. Je sais bien, mais je préfère quand même rassurer les nouveaux auditeurs, hein. Voilà. Bonsoir Valentin, ne faut-il pas prendre en compte aussi les perspectives sur les indices pour les calculs des devises? Alors les perspectives pour les indices actions, hein, je suppose, pour le calcul des devises, tout est lié, je pense. Alors oui, mais maintenant, enfin, oui, tout est lié. Alors surtout pour en fait les zones géographiques qui sont nettes exportatrices, ce qui n'est pas le cas des US. Les US, voilà, ils sont net importateurs, ils sont pas net exportateurs. Donc là où la devise va avoir un poids important dans l'indice, c'est par exemple au Japon avec le yen. Puisque le Japon voilà, produit essentiellement son PIB, son PIB, pardon, sa richesse à l'extérieur de son pays, eh bien forcément, s'il y a une baisse du yen, c'est bon pour l'exportation et donc c'est bon pour la richesse. Maintenant, si on a une hausse du yen face au dollar, c'est pas bon pour l'exportation et donc c'est pas bon pour l'économie japonaise. Maintenant, pour ce qui est le cas du dollar, alors oui, il y a bien évidemment un impact. Si on a un dollar qui est plus faible, on va potentiellement avoir une hausse des bénéfices, enfin une hausse des exportations américaines. Maintenant, de là à ce que ça change la devise de l'indice, non, parce que voilà, il y a les États-Unis déjà sont net importateurs, ne sont pas net exportateurs, je le rappelle, et donc cette corrélation n'a pas vraiment lieu. Et d'ailleurs, si vous regardez, on va le voir ensemble sur TradingView, voilà, 19h29, donc ça, 19h29, pardon, 20h29, donc le discours de Powell commence en quelques instants, donc je vais faire ça rapidement.
Donc S&P ou même le Nice Composite. Nice Composite, Nice Composite. On va pas une Nasdaq Composite parce que Nasdaq Composite est quand même pas mal biaisé par les techs. Les techs qui sont complètement décorés de tout, du dollar, de tout. Et on va mettre le Dixie. On va juste superposer, on compare pas. Mais regardez, vous voyez, il y a honnêtement ceux qui ont essayé de trader le Nice, les marchés américains en fonction de la tendance du dollar, eh bien ça n'a pas donné grand chose. Hein. Donc voilà, si vous avez des signaux, si vous arrivez à trader les indices américains selon la tendance du dollar, et bien écoutez, félicitations, vous me direz comment vous faites, mais personnellement, moi je vois pas comment. Je vois pas comment c'est possible. Alors que, à l'inverse, si on prend le Nikkei, on va prendre même le contrat futur, voilà, contrat futur. Alors non, voilà, trop compliqué, Nikkei, et on va mettre l'USD Yen, USD Yen, et là par contre, là on a quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est pas collé, c'est pas la performance près, mais vous voyez que creux, sommet, 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 sommet. Bon, voilà. Là, on a une corrélation qui est exploitable. On a quelque chose qui est exploitable. Mais entre Dixie et S&P, moi personnellement, je vois rien. Bien que, bien évidemment, une baisse du dollar a tendance à favoriser les exportations américaines, mais ça se répercute pas sur l'indice. Et vice versa, hein, si on a une hausse du dollar, c'est pas ça qui va empêcher le S&P de progresser. Par contre, là où c'est important, DXY, donc il est 31, ça a toujours pas commencé, hein, j'ai le son, toujours pas la conférence de presse, vous voyez. Tac tac. Donc DXY, là où il y a quelque chose d'intéressant, c'est la force relative Russell 2000, S&P 500. Russell 2000, c'est les small caps, S&P 500, c'est les large caps. Si on a une baisse du dollar, c'est bon pour les exportations et donc c'est bon pour le marché du coup les investisseurs arbitrent sur une surperformance des large caps américaines. Les small caps, c'est surtout des produits domestiques, c'est des produits consommation pour les Américains. Donc si on a une hausse du dollar, ça, les marchés ont souvent tendance à se remettre sur les small caps. Donc regardez devant nous DXY, ils vont mettre la force relative Russell S&P, ce qui nous montre si le Russell surperforme ou s'il sous-performe. Si c'est baissier, c'est chandelier, c'est-à-dire que le Russell sous-performe le S&P. Et à l'inverse, si on a cette courbe qui est haussière, c'est-à-dire que le Russell surperforme le S&P. Donc en clair que les small caps surperforment les larges. Et là par contre, là on a une corrélation qui est importante. Là on a une corrélation qui est importante. Donc si on est aussi sur le marché américain et qu'en plus le DXY est haussier, eh bien on va favoriser les large caps. Par contre, si on a un marché américain qui est haussier, mais que le DXY est baissier, on va favoriser les small caps. Là, par contre, il y a quelque chose, mais pas entre voilà, parce qu'il y a hausse du DXY, on short le S&P. Non, ça marche pas sur les marchés américains. La conf a commencé. Alors la conf a commencé. Écoutez, pour le moment, moi, j'entends que un son japonais, hein, qu'une musique japonaise. Ah oui, ça a commencé. Excusez-moi. Donc je commente hein, ce qui est dit. Alors, Powell qui dit gradual return to normal interest rate helping to sustain. Donc, la hausse des taux graduelle de la Fed permet à l'économie américaine de revenir à un niveau stable. Donc, le nombre de personnes qui travaillent aux États-Unis augmente, les salaires augmentent, notre économie est forte avec le taux de chômage qui est faible. Enfin, donc moi, je vous commande hein, ce que nous dit Powell. Hein. Consumer business spending. Donc, consommateurs et alors consommation des consommateurs et des entreprises augmente. La situation globale financière, les conditions pardon, financières globales restent accommodantes. Alors on va marquer, pardon, je vous fais voir les graphiques, c'est le plus intéressant je pense. Moi je vous commente hein, ce qu'il nous dit. Powell qui nous dit que voilà, il est confiant hein, dans le système financier actuel qui est qui est renforcé actuellement. Voilà, le système financier. Donc Powell qui dit que la situation, les prévisions globales, hein, enfin prévisions oui générales de la croissance américaine reste favorable, boostée par les mesures fiscales, hein, ceux qui ont été effectués par Donald Trump, je vous rappelle, en fin d'année dernière.
Donc le FOMC donc le FOMC, hein, c'est le groupe de personnes, hein, qui votent pour les taux. Il n'y a pas tous les gouverneurs de la Fed qui votent pour les taux, hein, de la Réserve fédérale, hein. Donc le FOMC, qui est un groupe de membres, hein, qui votent pour ces taux, qui, euh, qui anticipent, qui s'attendent à un marché de l'emploi qui va rester fort, strong. Les attentes de la Fed en termes d'inflation restent autour des 2%. Voilà, donc j'actualise. Donc en prévision des taux, comme on l'a vu, reste inchangé. Donc voilà, là c'est Jérôme Powell, hein. Si vous ne le connaissez pas, le voici. Donc pendant le marché, hein, honnêtement, il n'y a pas vraiment de réaction, hein. Assez surprenant. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a pas de réaction maintenant qu'on n'aura pas de réaction demain. Là, les seuls acteurs qui sont sur le marché, c'est les Américains. On a les Asiatiques qui vont prendre connaissance de ces propos à minuit à peu près. Oula, alors Powell a dû dire quelque chose. Et ensuite, on a les Européens demain matin qui vont réagir à ces informations. Donc, c'est pas parce qu'on a un mouvement qui est baissier ce matin qu'on aura forcément un mouvement baissier demain. L'inflation peut être au-dessus ou en dessous des 2% à n'importe quel moment. Alors, Powell, hein, qui dit que le fait qu'ils ont abandonné la mention accommodante, comme je vous l'ai dit, hein, n'indique pas que le rythme de hausse des taux change. Ah, très rapide, hein, ce speech, parce qu'il prend déjà les questions, hein. Donc c'est la fin de son speech. Là, c'est conférence de presse, hein. Donc voilà, ça c'est le plus important finalement, hein. Le plus important, c'est le fait que, en tout cas, c'est ce qui a fait réagir le marché, hein. C'est le fait que Powell a dit que euh, ce n'est c'est pas parce que nous avons enlevé cette mention que la politique monétaire reste accommodante que on va avoir un changement dans le rythme de hausse des taux de la Fed. Donc, mot pour mot, Powell qui a dit euh, l'abandon euh, accommodation n'indique pas, ne signale pas un changement de la politique monétaire. Ça montre simplement que nous changeons en ligne avec nos attentes. Donc en clair que la Fed s'adapte avec la politique qu'elle s'engage. Euh, donc pour Powell qui dit que le durcissement de la politique monétaire, hein, le cycle de hausse des taux, reflète une économie qui se renforce. Donc on a aussi ça qui est assez beau. Donc ça c'est pour faire réponse à Donald Trump, parce que vous savez que Donald Trump souhaite des taux bas, etc. Voilà, des taux extrêmement bas pour soutenir, voilà, soutenir la politique, enfin l'économie américaine, hein, tout simplement une politique de reflation. Et voilà, donc c'est vraiment une réponse indirecte, à mon avis, à Donald Trump, hein. Donc la hausse graduelle, Powell, hein, toujours, hein, je cite, hein, Powell qui indique que la hausse graduelle des taux permet à la Fed de regarder prudemment les changements dans les données euh, avec cette hausse des taux. Voilà, donc elle reste prudente, hein, cette Fed, hein. Donc pour un moment, finalement, hein, c'est bullish dollar, pas parce qu'on a eu les dot spots qui ont été revus à la hausse, mais parce qu'on a un Powell qui se veut plutôt rassurant, même s'il n'y a rien en soi de rassurant. Enfin, il y a soit il y a rien d'inquiétant, mais il n'y a rien d'assurant non plus. Powell qui a simplement dit que voilà, la mention accommodante a été enlevée parce que ça doit être le discours doit être en ligne avec notre politique monétaire, et ce qui est le cas, ce qui est vrai.
À un bout d'un moment, je pense qu'il faut enlever la mention accommodante lorsqu'on a relevé ses taux plus de 6 fois, il me semble, hein, depuis le début. Donc voilà, ça semble assez logique à un bout d'un moment qu'elle enlève cette mention. Mais bon, le marché, a priori, est plutôt bullish dollar. Vous voyez, DXY en hausse. DXY en hausse. L'euro enfonce les 1,1733. Non, pas encore. Bon, à mon avis, les 1,1733 vont, à part si Powell d'un seul coup répond à une question d'un journaliste en annonçant une nouvelle chose, à mon avis, les 1,1733 vont tenir. Hein. À mon avis, ça va tenir. Hein. Vu la volatilité, elle est extrêmement basse. Hein. Normalement, on a des chandeliers qui sont extrêmement importantes. Là, on n'a pas grand-chose, hein, vous voyez. On n'a pas grand-chose. Donc 1,1733, est-ce que ça se short? Je pense pas, honnêtement. Même si voilà, les Asiatiques n'ont pas pris connaissance et ni les Européens n'ont pris connaissance de ces propos, ça m'étonnerait qu'on dépasse un 17,33, qu'on passe en dessous. Vous voyez. Donc voilà. Moi, je resterai assez prudent. Malgré le fait que la réaction soit plutôt baissière, on voit sur le chandelier horaire de l'euro-dollar, réaction baissière de l'euro sur l'euro, donc haussière sur le DXY. Malgré cette réaction haussière sur le DXY, est-ce qu'il faut shorter l'euro? Bon, à la rigueur, jusqu'à un 17, pourquoi pas. Plus bas, ça me semble assez compliqué parce que voilà, la Fed n'a pas non plus été très au quiche hein, en soi. Alors, je regarde vos questions. En tout cas, le gold, hein, qui est beaucoup plus sensible à l'euro, on le voit. Hein. Le gold qui est un plus bas 1192, c'est un plus bas de plusieurs jours, ça. C'est un plus bas de 4 jours, il me semble. Non, même plus, vous voyez. Mardi 11 septembre. 11 septembre, donc ça fait 7 jours, 8 jours. Hein. Plus bas de 8 jours pour le gold, alors que l'euro dollar, on est encore, vous voyez, on est encore au plus haut de ce matin. Hein. Au plus bas de ce matin. Donc le gold qui est beaucoup plus sensible hein, aux propos au quiche, hein, enfin, à la politique monétaire de la Fed. Philippe qui nous dit souvent qu'en hausse de l'or, baisse des actions, justement avec le dollar qui baisse par exemple, en disant plus on prend le niveau de volatilité des marchés, on a souvent une belle chute court terme. Oui, oui c'est vrai. Maintenant, il faut savoir pourquoi l'or est haussier. Est-ce que c'est parce qu'on a une baisse du dollar ou est-ce que c'est parce qu'on a de l'aversion pour le risque? Ça, c'est très important. Parce que si c'est parce qu'on a une baisse du dollar, c'est pas parce qu'on a une hausse de l'or qu'on va avoir une baisse de marché action. Par contre, si on a une hausse de l'or parce qu'on a de l'aversion pour le risque, alors là, par contre, oui, on aura très sûrement, on a beaucoup plus de chances qu'on ait dans ce cas une baisse du S&P. Mais encore une fois, si on regarde la corrélation entre gold et S&P, c'est pas exploitable. C'est pas exploitable. Mais oui, il y a des manies hein. Dans les marchés, il y a des mécaniques. Et si on a une baisse du gold, si on a une hausse du gold à cause de l'aversion pour le risque, oui, on aura très probablement une baisse du S&P. Mais si on a une hausse du gold parce que le dollar baisse, pour X raisons, parce que l'IPC par exemple est ressorti voilà, en baisse, ça va pas être un facteur baissier pour le S&P. Voilà, donc ça dépend de la raison de la baisse ou de la hausse du gold et du dollar et de n'importe quel actif. Trump veut des taux bas ainsi que le... Alors j'ai pas le message complet, ça s'est coupé hein, mon cher Luc, je n'ai ainsi que le dollar. Ah, pardon. Trump veut des taux bas ainsi que le dollar. Oui, exactement. Taux bas et dollar. Bas pour booster les exportations. Toujours si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais regarder ce que Powell a dit, a répondu aux journalistes pendant que voilà, pendant mon petit temps d'absence hein, devant ce discours. Donc, euh, mais écoutez, il n'y a pas grand-chose hein, qui est dit hein, en termes de questions-réponses. Il n'y a pas grand-chose de surprenant. Ah, par contre, ce qui est intéressant, enfin ce qui semble intéressant, euh, c'est que l'USD-Yen, eh bien, sous-performe les autres paires majeures.
Rappelez-vous, le dollar et le yen, pardon, le dollar et le CAD qui étaient deux devises plus baissières. Donc le CAD pour le coup, ça reste la devise la plus baissière sur 24 heures. Le dollar est bien remonté dans le classement, mais vous voyez que le yen suit le dollar. Il suit le dollar là. Il suit le dollar. Donc l'USD yen n'est pas non plus dans une envolée. Hein. L'USD yen, je vous fais voir mon graphique que j'ai moi. Moi, j'ai ça sur l'USD yen hein, en journalier. Résistance importante ici. J'ai enlevé. Voilà. Plus haut hein, de l'année en juillet. 113,17. Si clôture journalière au-dessus de ce seuil, alors on va avoir un 15. À l'inverse, si on a un avalement baissier, un dark cloud cover, peu importe, un signal baissier, que ce soit même avec un oscillateur, ça serait vente USD yen. Mais tant qu'on n'a pas le breakout, on ne peut pas acheter l'USD yen sous cette résistance, c'est trop risqué. Voilà, donc on va faire un tour rapidement, un tour journalier, enfin horizon de temps journalier. Euro, vous voyez qu'il teste un 17,33 maintenant. Bon, est-ce qu'on a le breakout pour un moment? C'est non. Non, donc pour moi, il peut pénétrer cette zone de support, aller chercher les 1,17. Maintenant, l'inquiétude porterait sur un breakout en dessous des 1,17. Si on va en dessous d'un 17, là, c'est direction les 1,1550. Si on clôture sous un 17, on va à 1,1550 prochainement. Mais tant qu'on est dans cette zone de support, rien n'est joué. Le gold par contre qui a l'air un peu plus voilà, comment dire, sous pression. Hein. Le gold, bon, on est à 1190, on va probablement venir chercher le plus bas, comme je vous dis, du 11 septembre, hein, 1187. 1187 c'est le support. Alors précisément, vous voyez plus bas, 1187,78. Donc 1188 c'est le support du gold à court terme. Si on clôture en dessous de ce seuil, c'est direction 1180. Mais encore une fois, la réaction haussière là qu'on a sur le dollar depuis finalement que le discours de Powell, hein, ne nous précipitons pas. Hein. Ne nous dites, il ne faut pas se dire hein, que la tendance va être haussière pour le dollar lors des prochaines séances. Hein. Là, on n'a rien de concret. Hein. On n'a rien de concret. Donc voilà, prudence hein, sur la stratégie acheteuse sur dollar et vendeuse pareil. Alors Philippe qui me dit il est incroyable de remettre en cause la légitimité de l'OPEP à lui tout seul, c'est fou non? Oui, alors moi je vais pas non plus commenter hein, si la politique hein, de Trump. Il a ses raisons. Il a ses raisons. C'est fou. Ça dépend du point de vue dans lequel on se pose. Si on est pour une hausse du pétrole, oui, on peut dire que c'est fou. Si on est pour une baisse du pétrole, on peut dire que il n'est pas fou. Voilà. Je ne porterai pas de jugement sur cette légitimité. Oui, tout dépend de la force relative des devises. C'est pour cela que même si euro-dollar baisse, on peut avoir un DXY qui monte. Oui, de toute façon, si euro-dollar baisse, on a le DXY qui monte, hein, puisque, comme vous savez, le DXY est composé de 57% d'euro-dollar. Donc, en fait, c'est pas si l'euro-dollar monte, alors le DXY baisse, c'est automatiquement le cas. C'est très, 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 très rare. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu une performance positive pour le DXY et l'euro-dollar sur la même journée. Ou alors ça devait se jouer à très très peu. Ça devait être une journée où il n'y avait aucune volatilité et que le DXY a clôturé à plus 0,1% et l'euro dollar plus 0,1%. Mais si on a par exemple un DXY en hausse de plus 0,20, honnêtement, ça doit arriver peut-être une fois dans l'année où l'euro dollar est également positif. Voilà. Tout simplement parce que imaginez vous avez un indice américain et vous avez Apple qui représente 60% de l'indice. Et bien si Apple est baissier, l'indice a de très 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 fortes chances d'être baissier également. Et bien là c'est pareil pour le DXY. Hein. DXY c'est un indice. Si l'euro est bullish, le DXY est baissier. Si l'euro est baissier, le DXY est bullish. Ouais, ils sont corrélés totalement négativement. Mais oui, hein, le forex c'est des forces relatives. Hein. Le forex c'est des forces relatives. Par contre, hausse du DXY n'est pas incompatible avec hausse du GBP, parce que le GBP ne représente que 20, il me semble 10%, hein, 10 ou 20%, voilà, bon, 10 ou 20% de l'indice DXY. Donc c'est pas parce qu'on a une hausse du DXY qu'on va forcément avoir une baisse du GBP. Pareil pour le yen. C'est pas parce qu'on a une hausse du yen qu'on va forcément avoir une baisse du DXY. Le plus important dans le DXY, c'est l'euro.
Ouais, bon, mais écoutez, hein, pour le moment, il y a vraiment, Jean-Paul ne me dit pas grand-chose, hein, de nouveau. Donc dollar index qui rebondit, nous retiendrons cela de ce webinaire. Euh, Dollar qui rebondit pas après dot plots, mais après le discours de Powell. Après le discours de Powell. Et voilà. Et pourtant, je ne pense pas que ça a été vraiment au quiche. Mais bon, en tout cas, le marché a réagi positivement. Maintenant, dollar met des stratégies à chaud sur dollar après ce discours. Vu qu'il a rien annoncé Powell et que les dot plots n'ont rien montré non plus, n'ont rien revu, enfin, rien d'au quiche, que ce soit le discours euh, ou les dot plots, je vois pas de raison de payer le dollar. Moi, je reste baissier. Parce que techniquement, voilà, DXY, en journalier, eh bien, on est, pour les amateurs d'Ishimoku, sous le nuage. On est sous la ligne de coup de l'épaule, tête, épaule. Sous la moyenne mobile à 100 jours, le seul hic, c'est qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 200. Voilà. Mais pour moi, là, je vois clairement une tendance haussière qui s'est clairement affaiblie et qu'on est dans une phase où on ne sait pas trop si on est dans une phase de correction ou dans un renversement de tendance. En fait, quand on est entre nuages et la moyenne mobile, moi, je considère cette phase un petit peu tendue, hein. Euh, on- je pense pas qu'on peut dire qu'on est dans une tendance baissière assurée. Mais en tout cas, on est dans une phase de correction très sérieuse parce qu'on est en dessous du nuage d'Ishimoku. Il y a beaucoup de stratégies trading qui sont basées sur le nuage d'Ishimoku. Donc, qui dit en dessous du nuage d'Ishimoku dit théoriquement tendance plutôt baissière, hein. Alors, je sais qu'il y a la Greenspan, etc. à prendre en compte, mais quand même, voilà, le prix sous le nuage, c'est une indication baissière, hein, c'est pas bullish. Donc voilà, on a quand même des sérieux signaux baissiers sous moyenne mobile à 50, sous moyenne mobile à 100, casse sur la ligne de coup, épaule, tête, épaule. Voilà, pour moi, c'est le dollar, il est baissier. Et puisqu'on n'a eu aucune indication au quiche du communiqué de la Fed, ou des dot plots, ou du discours de Powell, eh bien, je reste baissier. Il n'y a pas de contre-indication concrètement sur le plan fondamental. Donc voilà, écoutez, je pense que nous allons mettre un terme à ce point de marché. Rendez-vous demain à 9h en française pour faire un point, hein, parce que vous savez, tous les matins à 9h, je fais mon point de marché quotidien. Donc 9h, je vous retrouverai demain matin. Peut-être que la tendance aura changé, peut-être qu'on va avoir un dollar avec un avalement haussier, ou peut-être l'inverse, un avalement baissier, je ne sais pas. Donc rendez-vous demain matin à 9h. Je serai très curieux de voir la réaction. Je vous remercie pour votre participation très nombreuse, ça fait plaisir. Et écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain matin.